Merci beaucoup Eric. Moi je suis un peu mobile, j'aime pas être sur l'estrade, donc je vais me balader un petit peu. Euh, je suis le docteur Louis Fouché, je suis médecin anesthésiste d'un côté, donc en charge de travailler sur la question de la douleur, de supporter un acte chirurgical, et puis de l'autre côté réanimateur. Réanimateur, c'est ce bout de course de toutes les maladies graves, le moment où n'importe qui se soit croûté sur l'autoroute, qu'il ait une pneumonie, une pancréatite ou une méningite, va finir par arriver dans un service où il va être endormi, sédaté, avec un mélange de morphinique, d'hypnotique, bardé de tuyaux dans le corps de tous les côtés, une voie centrale qui rentre dans le cou jusqu'à l'entrée du cœur, un cathéter artériel qui est dans l'artère radiale ou dans l'artère fémorale et qui va monter dans une grosse artère, une sonde nasogastrique dans le nez qui va depuis le nez jusqu'à l'estomac et qui permet de prendre le jus qu'il y a dans l'estomac ou au contraire de mettre du liquide et de mettre de la nourriture dans le tube digestif avec une petite pompe sur le côté. Un cathéter urinaire qui permet de rentrer dans la vessie, une sonde urinaire pour mesurer la quantité d'urine. Parfois un collecteur fécal, un tuyau qu'on met dans le rectum à travers l'anus pour récupérer les selles. Et puis les drains dans tous les sens, des scopes, c'est-à-dire des petites électrodes pour mesurer la fréquence du cœur, la tension artérielle, etc. Je vous décris un truc lourd là. Et donc ça, c'était mon métier jusqu'au Covid. J'ai pu foutre en l'air ma carrière. Et ce métier a secoué énormément de questionnements éthiques sur le sens de mon travail. Et notamment le lien avec la mort réitéré tous les jours, parce que dans un service de réanimation, environ 20 à 30% des patients décèdent. C'est comme ça. C'est pas qu'on est plus mauvais que d'autres, hein, c'est le ratio standard d'un service de réanimation. Et ça veut dire qu'un tiers des patients va mourir, et dans ce tiers des patients qui meurent, il y en a plus de la moitié qui meurent en limitation et arrêt des thérapeutiques actives. Ça veut dire que c'est nous qui décidons d'arrêter les frais. C'est pas qu'ils meurent parce qu'on n'y arrive pas, c'est trop grave, c'est trop compliqué, c'est nous qui décidons d'arrêter la prise en charge. Et on laisse mourir les gens. Ça pose beaucoup de questions. Hein. Tiens, est-ce qu'on fait bien? Est-ce qu'il ne faudrait pas continuer? Ou au contraire, est-ce qu'on a continué trop loin et il aurait fallu arrêter plus tôt? Parce que là, c'est une descente aux enfers. Et la réanimation, effectivement, c'est une descente aux enfers pour les patients. C'est à souhaiter à personne. Alors voilà, je vais vous parler à la fois de mon expérience de réanimateur et puis ensuite des questionnements autour de la mort, de l'encadrement légal qui existe. Et donc je vais prendre un regard un petit peu différent de celui d'Eric, au sens où je ne vais pas rester le regard fixé sur cette loi, mais je vais essayer de recadrer globalement la question de la mort dans notre société. Et quel est l'encadrement juridique, mais aussi l'encadrement symbolique et l'encadrement social. Comment est-ce qu'on serre les coudes entre frères et sœurs humains pour prendre soin de quelqu'un qui va partir ou de quelqu'un qui va très mal. Et avant de faire ça, je vais remercier quand même un petit coup les organisateurs, parce que c'est grâce à eux qu'on est là. Je vais remercier mon chauffeur. Et la gratitude, vous savez, c'est une des caractéristiques des hommes libres. Les esclaves n'ont pas de gratitude les uns pour les autres. Les hommes libres ont de la gratitude les uns pour les autres. Puis je vais remercier mon chauffeur et hébergeur au passage, qui a fait des prouesses sur l'autoroute pour arriver pile à l'heure. Comme ça, il n'y a rien à flasher, hein, pourtant. On n'a pas été pris en photo, donc tout va bien normalement. Et puis vous remercier, vous, d'être là, de prendre sur votre temps personnel, familial, professionnel, pour interrompre le cours du temps et venir s'intéresser à une question aussi profonde que celle de la mort. Et c'est la première chose que je pourrais vous dire, c'est qu'au fond, on va aborder quelque chose qui est de l'ordre de l'intime, de l'ordre de quelque chose de tout à fait personnel. Et pourtant, qui nous arrivera à tous. Vous êtes au clair là-dessus. Hein. À part Bill Gates peut-être, George Soros qui sont cryogénisés dans un... Voilà. Nous tous, on va mourir. Et là, il y a déjà un premier point. Hein. Nous vivons comme si nous étions immortels, mais la mort est assise sur notre épaule gauche chaque jour. Chez les latins, on appelait ça memento mori. Je me souviens que je vais mourir. Et dès qu'on se souvient qu'on va mourir, on vit un peu différemment. On profite. On rigole plus, on fait plus la fête. Et dans tout plein de sociétés où la mort est présente de manière quotidienne, comme des sociétés en voie de développement, en Afrique, en Amérique du Sud, le rapport à la mort est très différent.
de chez nous où il est extraordinairement anxieux, où on cherche à ne pas la voir, où elle est mise de côté. Et il y a toute une thanato-anthropologie qui a été écrite, modélisée, étudiée, c'est-à-dire une étude de la relation de l'humain à la question de la mort. Et cette thanato-anthropologie, elle est différente en fonction des cultures, des lieux, mais ça revient sans cesse. Est-ce que vous mettez dans de la terre rouge avec les armes dans une tombe? Est-ce que vous faites une crémation sur le drakkar avec les femmes encore vivantes du chef guerrier? Est-ce que... Il y a plein de façons différentes de faire. Mais il y a un moment, il y a un passage et une traversée et il se passe la mort. Est-ce que vous partez sur la banquise parce que vous êtes un vieil Inuit et que vous allez être un poids pour la société? Est-ce que vous êtes un vieux japonais qu'on va abandonner dans un coin du désert ou je sais pas quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ok, donc on va réfléchir à tout ça et moi ça m'a tellement questionné que j'ai essayé de faire des études, un 3e cycle d'éthique et d'anthropologie de la santé à Marseille, à l'université, et j'étais destiné à devenir un docteur en éthique, à faire un doctorat, mais je suis resté au niveau du DEA. Pour vous, c'est un Master 2 maintenant, parce que pareil, le Covid est venu briser la carrière, mais on était au cœur de cette question. C'est quoi l'acharnement thérapeutique, l'obstination déraisonnable, c'est quoi la mort? Et moi, c'est un questionnement lancinant. Mais c'est un questionnement lancinant pour moi, mais c'est un questionnement lancinant pour notre société. Hein. C'est-à-dire que la loi, là, si elle ne passe pas, vous imaginez bien que de toute manière, la question n'est pas résolue. Cette loi est un symptôme d'une souffrance collective dans notre relation à la mort. Donc, ok, il y a la loi, bien sûr, il faut travailler dessus, réfléchir ensemble. Mais on sait déjà que cette question de la mort, à la fois elle est universelle et intime, et donc elle va être un sujet de clivage. Ah, c'est intéressant parce que cliver la société, vous savez que ça a été modélisé, ça s'appelle la schismogénèse. Le schisme, c'est la séparation, la genèse du schisme. Comment est-ce qu'on fait pour cliver une société entre Hutu et Tutsi au Rwanda, entre gauche et droite, entre pro-vax et anti-vax, entre pro-euthanasie et anti-euthanasie? Et que chaque fois qu'on coupe la société en petits morceaux et qu'on la redécoupe en petits morceaux, qu'est-ce qui se passe? Nous perdons notre puissance d'agir. Et le prince, lui, peut continuer à régner. C'est dans le prince de Machiavel, diviser pour mieux régner. Et donc vous pouvez imaginer d'emblée que cette loi ne vient pas par hasard dans le calendrier législatif maintenant. Avez-vous remarqué que le narratif de la guerre en Ukraine et de la Russie commence à s'épuiser? On en entend moins parler. On vous somme moins d'être pour ou contre, de choisir si vous êtes pro-russe ou pro-ukrainien. D'ailleurs, on vous somme toujours d'être pour ou contre. Vous ne pourriez pas dire, moi je ne sais pas en fait. Une guerre, je pense qu'il n'y a pas de gentil et de méchant. C'est plus complexe que ça. Et qu'il y a des pauvres gens qui se font massacrer pour pas un rond sur des champs de bataille pour les enjeux des multimilliardaires et de ceux qui possèdent le monde. Et si je ne voulais pas prendre position? De même, là, une loi sociétale sur la mort. Est-ce que vous avez remarqué que l'ensemble de l'arsenal législatif qui est mis en place ces dernières années pour les députés ne sert jamais le bien commun? Vous avez vu une seule loi qui, depuis plus de 20 ans, sert le bien commun? Non. Moi, j'en connais aucune. Les lois servent des intérêts particuliers, des niches économiques, et créent des niches économiques. La loi sur le Covid, par exemple, a servi de niche économique pour vacciner de masse et permettre à Pfizer, Monsanto, etc., pas Monsanto, Pfizer et Moderna, etc., de faire des milliards de marge. La loi sur les confinements et le masque a permis à des entreprises de faire des milliards de marge sur la vente de masques en papier, inutile dans la propagation épidémique. Ok. Et là, vous diriez, tiens, cette loi, soudain, viendrait pour essayer de mourir dans la dignité? Pas sûr. Pas sûr. D'autant plus qu'elle ne vient pas de nulle part. On a autour de nous un arsenal législatif qui déjà accompagne la mort. Mais je vais vous poser un cadre de compréhension peut-être simpliste, mais qui, moi en tout cas, m'aide à comprendre certaines choses. C'est que la mort, comme l'adolescence, comme la retraite, comme finalement plein de moments de transformation de la vie, sont des transformations de notre rapport au monde, aux autres, et une modification assez profonde de notre tissu relationnel les uns avec les autres.
ce qu'on pourrait appeler traditionnellement des épreuves initiatiques. L'épreuve initiatique, vous savez que dans les sociétés traditionnelles, c'est toujours une traversée de la souffrance pour accéder à plus grand. J'étais un enfant dans les jupes de ma mère, j'avais accès au gynécée, je pouvais aller dans la case des femmes, etc. Et un jour, je passe l'épreuve pour devenir chasseur. Et quand je passe cette épreuve, je vais peut-être en mourir. On va me laisser 3 jours dans le désert tout seul, on va m'enterrer pendant 5 jours, on va me suspendre par les pieds, on va m'accrocher des crochets au téton autour d'un pylône et je vais devoir tirer jusqu'à m'arracher les tétons. Vous connaissez, désolé c'est un peu violent, hein, mais, comme image, mais ça fait partie de la danse du soleil chez les Amérindiens. Ce sont ces épreuves initiatiques qui dans toutes les sociétés traditionnelles existent et sont guidées par un chaman bienveillant. Un prêtre, un clerc, quelqu'un qui est en charge de l'accès à plus grand, au grand tout. Et ces épreuves initiatiques donc, sont une renégociation du tissu relationnel, une redéfinition des rapports les uns avec les autres. L'enfant n'a plus accès au gynécée, n'a plus le droit de rester avec les femmes. Il doit être avec les hommes. Et maintenant, une fois qu'il a passé l'épreuve initiatique, il accède à des pouvoirs. Il a accès aux armes, aux arcs et aux flèches. Il peut participer à la réunion avec les anciens pour décider le jour de la battue. Il a tout plein de pouvoirs. Il est enfin un homme. Mais cela se double de responsabilité. Je dois nourrir la tribu. Ok. Donc l'épreuve initiatique, c'est ça. Et dans ces épreuves initiatiques, il y a toujours un accompagnement dont on pourrait dire qu'il a une triple dimension d'accompagnement. Une dimension d'abord symbolique. Symbolique, symbole, il y a plein de définitions du mot symbole, hein, mais bolein, c'est le mouvement en grec. Et syn, c'est ensemble. C'est le mouvement ensemble, un mouvement convergent qui nous relie, quelque chose qui nous relie ensemble autour d'un symbole, une croix, ce que vous voulez. Donc l'accompagnement symbolique, c'est quoi? C'est donner un sens à la souffrance. Raconter une histoire, un récit collectif auquel on accepte tous de croire volontairement pour dire ça a un sens. Vieillir, mourir, être malade, a un sens. Naître, exister sur cette terre, a un sens. Le récit peut être très divers en fonction des cultures. Pour mourir, par exemple, pour certains, vous allez vous réincarner dans le grand tout. Pour d'autres, vous allez aller au paradis des 1000 vierges. Pour d'autres encore, vous allez descendre aux enfers, puis passer au purgatoire et aller au paradis. Peu importe en fait, il y a une histoire. Pour d'autres encore, vous allez recycler votre matière et puis vos atomes vont repartir dans le grand cycle de la vie et reparticiper à la création d'un arbre et vous allez participer au grand tout. Il y a un récit, une narration, on pourrait dire, auquel on croit collectivement. Et ça permet d'amoindrir la souffrance. C'est un très bon remède à la souffrance parce que quand ça ne veut rien dire, c'est insupportable. Si jamais mourir, ça ne veut rien dire, c'est insupportable et ça doit être éliminé de l'équation. Ok. Un accompagnement et une remédiation symbolique à la souffrance et à l'épreuve initiatique. Un accompagnement social. On va serrer les coudes entre frères et sœurs humains quand il y en a un qui ne va pas bien ou dont la relation au monde est en train de se transformer. Nous sommes des êtres sociaux, des êtres politiques, des êtres profondément d'amour. Nous avons des neurones miroirs, nous sommes pourris de neurones miroirs, nous passons notre temps dans une relation mimétique aux autres, nous sommes des êtres mimétiques d'amour. Nous ne sommes pas faits pour être seuls, c'est pas vrai. Vous mettez quelqu'un tout seul, il en meurt. Un humain, il a besoin des autres. Ça c'est assez profond, hein, il faudrait l'accepter une bonne fois pour toutes. Je ne suis pas seul et tout puissant derrière mon téléphone portable, même si j'ai le meilleur abonnement du monde. Okay, même si vous avez le Gold Premium, que vous pouvez commander par Uber Eats, que vous pouvez faire votre yoga derrière votre application. C'est pas vrai. Vous ne pouvez pas vivre comme ça, vous avez besoin des autres. Vous l'avez peut-être ressenti au moment du Covid, après avoir été bien confiné, bien isolé, bien séparé socialement, bien distancié. Quel plaisir de se retrouver enfin en chair et en os, à pouvoir se toucher, se voir, se serrer dans les bras, se faire des bisous. Ou même se friter pour de bon. Se faire la gueule. Donc nous sommes des êtres de relation et il y a une remédiation sociale à la souffrance. Cette remédiation sociale, je vais vous donner un exemple, on a beaucoup vécu et qu'on continue de vivre à l'hôpital,
c'est la communauté des gitans et des gens du voyage à l'hôpital. Peut-être pour ceux qui ont déjà travaillé à l'hôpital ou qui ont eu la chance à un moment d'être avec une communauté de gitans dans le même moment où ils étaient à l'hôpital, vous avez peut-être remarqué qu'ils arrivent à 100, 150 parce que mamie est malade. Et ils sont 150 dans le lobby, dans le couloir de l'hôpital, et ils glandent. Ils trafiquent la machine à café, ils ouvrent la barrière du truc sans payer. Ok, moi je suis assez content qu'ils le fassent. Hein. Je trouve ça dégueulasse de faire payer les patients pour stationner à l'hôpital. L'appropriation par le grand capital de votre commun. Et on va voir que ce qui se passe avec la mort, c'est exactement la même chose. C'est comment un commun qui devrait nous appartenir et nous pourrions nous-mêmes mettre les règles du jeu est préempté par des entreprises financiarisées qui cherchent du profit. La loi n'en étant qu'un des outils. Mais ça, c'est la suite. Donc, ils sont tous là et ils retissent le lien. Ils discutent entre eux et à la faveur, au prétexte de la maladie de la mamie, ils se donnent des nouvelles. Ah, tu étais au Sainte-Marie de la Mer, moi j'étais à Lille, etc. Et ils tchatchent pendant des heures. C'est-à-dire que ce moment de souffrance n'est pas un moment de dislocation du lien, au contraire, il est un moment de tissage du lien. C'est très intéressant, parce que si vous réfléchissez, tous nos moments de souffrance sont des dislocations des liens habituels, chez la plupart d'entre nous. Quelqu'un est malade dans la famille, toute la famille est malade. Vous avez un patient en réa, toute sa famille est en train d'avoir son lien à son travail, à sa vie habituelle, aux autres gens du groupe qui est en train de se disloquer. Et il se passe quelque chose, il y a une renégociation du lien. Si on fait semblant que ça n'existe pas, on est tous très malades. On peut même faire un deuil pathologique. Ben non, eux, ils accompagnent ça. Moi, je trouve ça très drôle. Et ils se réemparent de la mort. J'ai raconté plusieurs fois cette expérience, mais un jour, je suis de garde. Et puis, mamie des gens du voyage décède dans le service. Et puis, dans le service, quand quelqu'un décède, et c'est vrai partout en France, le corps doit rester 2 heures dans le service. Il y a un constat de décès qui est effectué par le médecin. On remplit un certificat de décès, la feuille bleue. Maintenant c'est par internet, mais c'est pareil, où on coche tout un certain nombre de cases, on essaye de dire pourquoi la personne est morte, et là on se gratte la tête, et là, si vous savez pourquoi les gens meurent, bravo, parce qu'en tant que médecin, c'est très difficile de dire la cause exacte de la mort. Arrêt cardiaque, bon d'accord, mais avant, cancer, on est dans quelle mesure? Pneumonie, c'est quoi le plus important? Vous voyez que déjà sur la cotation et le codage des actes qui font mourir, de quoi sont morts les gens, très flou, hein. Parce qu'en plus, comme je vous ai dit, plus de 50% des gens en réa, ils meurent de quoi? Du fait que moi, j'ai arrêté les traitements. Et ça, c'est jamais marqué. Hein. Donc, il y a ce moment où le corps doit rester, puis ensuite, le corps part au dépositoire. Quoi, un dépositoire? La chambre mortuaire. Le frigo, quoi. L'endroit où on met les morts. D'accord. Vous entendez déjà qu'il y a une euphémisation de tous les mots. Dépositoire. C'est propre, hein. C'est mieux que morgue. Morgue, c'est bon. Comme un peu service de soins palliatifs, quoi. Service d'accompagnement. Parce que si vous marquez en gros service de soins palliatifs, t'as bien compris ou pas? Voilà. Soins palliatifs, là, tu rentres là. Okay. C'est dur hein, pour les gens. Le renoncement aux soins. En gros, aux soins curatifs. Et donc, la famille, je leur dis, le corps va partir, et puis après vous contacterez les pompes funèbres pour la suite, l'enterrement, l'inhumation, etc. Ils me regardent en rigolant, non, pas du tout, en fait, on va prendre le corps. Je dis, vous n'avez pas le droit. Puis là, ils arrivent à 14 autour de moi. On n'a pas le droit. Ils me regardent comme ça. Ouah, en même temps, il est 2h du matin, je suis là pour soigner, je suis pas là pour jouer ma vie sur le corps, faites bien ce que vous voulez, quoi. Ils sont partis avec le corps. Et ils ont fait ce qu'ils voulaient. Parce que chez les gitans, on prend soin du corps. On fait les soins, etc. On habille le macabé, etc. Donc eux, ils ne se sont pas désemparés, ils ne se sont pas laissés exproprier de la question de la mort. Hein. Ils le gèrent eux-mêmes. Mais c'est illégal, ils sont dans la transgression. Ok, donc il y a un accompagnement symbolique à ce qu'est la mort, un accompagnement social. L'accompagnement social, il s'accompagne de pratiques sociales, de ritualisées. Et notamment, pour certains c'est la fête, pour d'autres c'est plutôt un moment d'obsèques, des obsèques. Il y a une cérémonie pour accompagner la mort.
Et cette cérémonie, c'est très intéressant, parce que vous regardez toutes les cultures, un peu toutes les religions, c'est quasiment toujours pareil. Même dans le monde laïque, c'est à peu près pareil, puisqu'ils se sont calqués sur le modèle religieux, finalement, qui avait déjà bien travaillé la question. Et il y a une célébration avec un officiant, et on réunit la famille. On réunit la famille, tout le monde est là, et c'est un temps hors du temps. Vous avez peut-être déjà remarqué, si vous êtes allé à des obsèques, je sais pas, ça nous est arrivé à tous, que ça n'est pas le cours habituel du temps. On sort de la dimension performative du quotidien, où il faut aller chercher à bouffer, où il faut aller bosser, faire les cours. Non, c'est comme un temps suspendu, une sorte de temps sacré. On appelle ça techniquement une hiérophanie. Hiérophanie, c'est la survenue du sacré dans l'espace profane. La survenue de quelque chose qui n'a rien à voir. D'un coup, tout s'interrompt. Plus rien n'a d'importance que ce moment-là. Et vous êtes au café, à la terrasse du village, du café du village, en train de prendre un café en attendant l'heure dite, et puis il y a les cousins qui arrivent, et puis vous voyez des gens que vous n'avez pas revus depuis des années, puis vous vous serrez dans les bras, puis vous avez les larmes aux yeux, et puis la cérémonie commence, et la cérémonie, c'est toujours rappeler la vie du mort. Ah, il était sympa, il était drôle, il était intelligent, même si c'est pas vrai, bon, pas grave, on cherche les bons côtés. Il y a des égards. Important les égards. Et ensuite, il y a un moment où l'officiant dit, c'est bien, mais maintenant, c'est fini. Et il y a une rupture, il y a toujours un moment de rupture, et qui est signifié. Et une fois qu'il est signifié, on dit, maintenant, on va prendre soin des vivants. On va prendre soin de ceux qui restent. C'est très important ce moment-là, et il y a ce qu'on appelle les condoléances dans pas mal de cultures. C'est le moment où la famille très proche va recevoir les condoléances des gens autour. Et puis, ces condoléances, c'est quoi? C'est on prend les gens dans les bras et on chiale un bon coup, quoi. Et on ne sait pas trop quoi dire, mais c'est, allez, on est là, et on se serre les coudes, et on chiale un bon coup, et on n'arrête pas. Et ben, c'est tout à fait démontré que les gens qui acceptent les condoléances font des deuils moins pathologiques, font mieux leur deuil, que les gens qui n'acceptent pas les condoléances. C'est un truc très paléo, hein, c'est pas intellectuel. Il y a un moment, le groupe social entier qui se resserre les coudes et qui vous prend dans les bras, ok, ça va, le tissu du monde s'est déchiré, quelqu'un est parti, mais en même temps, ça y est, on retisse avec les autres. Et d'ailleurs, souvent, on dit, ah bon, on s'est pas vu depuis longtemps, il faudrait qu'on se fasse quand même une bouffe, là, bientôt, et puis peut-être que vous allez revoir le cousin que vous n'aviez pas vu depuis longtemps, etc. Ok, donc des pratiques sociales. Et puis enfin, des pratiques, on va dire, tout un champ technique d'accompagnement de la souffrance et de la mort. Ce champ technique, c'est quoi? C'est ce que fait l'humain tout le temps, c'est le langage de l'humain, c'est créer des artefacts. Des médicaments, un service de réanimation, un service de soins palliatifs, une organisation collective, des processus et des lois. Les lois ne sont jamais que des artefacts, des constructs, des choses qu'on a mis en place qui sont artificielles et dont on a dit bon, on va respecter ça. Collectivement, on va faire ce choix. C'est complètement discutable. Hein. D'ailleurs, les malfrats, ils disent j'en ai rien à foutre de vos lois, quoi. Et donc c'est vraiment quelque chose d'arbitraire et de labile. Vous pouvez considérer que l'hyperinflation du champ technique actuellement à l'œuvre, l'idée qu'on va accompagner la mort grâce aux médicaments, grâce à l'euthanasie, grâce au suicide assisté, et même grâce aux soins palliatifs, procède d'un abandon relatif des champs symboliques et sociaux. La mort ne veut plus rien dire, plus personne ne se serre le coude, rien n'est prêt pour que vous puissiez accompagner un mort, et donc on va tout confier à la technique et à la médecine. C'est une illusion, c'est une illusion. Vous espérez que la mort va bien se passer, euthanasie, hein, en grec, c'est la racine de ça va bien, c'est chouette. Eudémonie, c'est la recherche du bonheur. Voilà. Euthanasie, c'est la bonne mort. Vous cherchez la bonne mort. La bonne mort? C'est quoi la bonne mort? C'est quelqu'un d'autre qui le ferait à notre place? C'est un processus dans un hôpital qui ferait la bonne mort? Non, c'est une construction ensemble, intime. D'abord individuelle, ensuite de couple, ensuite familiale, ensuite avec les gens qui peuvent encadrer. Et ces trois dimensions symboliques, ça doit vouloir dire quelque chose. Ça doit être accompagné socialement et on doit serrer les coudes entre frères et sœurs humains. Et, évidemment, il y a de la technique, et il ne faut pas la renier, hein, elle est utile aussi, sont nécessaires pour que ça se passe bien. Mais attendez, c'est pareil, ça se passe bien, vous êtes gentils. Quelqu'un qui a vécu en colère, moi je peux vous le dire, parce que j'en ai vu plein des morts. Si tu as vécu en colère, tu mourras en colère. Si tu as vécu en ayant peur, tu mourras en ayant peur. Si tu n'as pas travaillé sur la mort avant d'y arriver, t'inquiète, il n'y a aucune raison que d'un coup tu l'éveilles. Hein. Et le fantasme de « Ah, sur le lit de mort, va y avoir la parole sacrée qui va venir. Où était le trésor, papy? Où était le trésor? Oh, merde, il l'a emporté avec lui dans sa tombe. »
Et il y a tellement de gens qui emportent avec eux dans leur tombe les secrets de famille, les problèmes relationnels, toutes les erreurs qu'ils ont faites, etc. Ah, mais attendez, chez les chrétiens par exemple, on se confessait avant, il y avait les derniers sacrements, on disait un bon coup à quelqu'un d'extérieur, j'ai fait de la merde. C'est vrai. Mais est-ce que je peux être pardonné? Tu es pardonné, tu es toujours pardonné, ça c'est bien avec les chrétiens, au moins, t'es le pire du pire, tu es toujours pardonné. Mais encore faut-il le demander, encore faut-il qu'il y ait l'occasion. Ok. D'accord, donc la mort est quotidienne, elle va nous concerne tous, elle est à la fois quelque chose d'intime et quelque chose de public. Aller travailler sur la question de la mort va être à l'origine d'une schismogénèse, d'un clivage, et donc procéder d'une nouvelle séparation de la société. Et il y a un accompagnement symbolique, social et technique de la mort. Ça va, c'est ce que je vous ai dit jusqu'ici. Bon, je fais la synthèse. Et vous comprenez que moi j'essaye d'être subtil parce que je ne souhaite pas cliver à nouveau la société. Et donc si je vous dis, si vous souhaitez l'euthanasie ou le suicide assisté, vous êtes des abrutis, ou l'inverse, tous ceux qui ne veulent pas le suicide assisté et l'euthanasie sont des vieux réacs de merde qui empêchent la progression de notre société, il y a des chances que je rajoute du clivage et de la division à notre société alors même qu'on cherche autre chose. Et donc vous voyez déjà qu'une position pour ou contre est forcément caricaturale. Et on va vous caricaturer en mettant des pro-life d'un côté et des pro-choice de l'autre. Pro-life, c'est quoi? C'est je suis catho intégriste avec Alliance Vita et Tuc du Alderville. Je vais vous dire que vous êtes des salauds de vouloir tuer les gens. Je caricature parce que c'est pas ce qu'ils disent. Hein, mais on va le présenter comme ça dans les médias. Et d'ailleurs, ça n'a pas manqué. Toutes les associations ADMD, Associations au droit à mourir dans la dignité, ont tout de suite dit, quand le texte a été retoqué au Sénat, ont tout de suite dit c'est ces salauds de réac catho qui empêchent la progression des choses. Ah, attendez, c'est peut-être un peu plus complexe que ça, quoi. Peut-être qu'il y a des raisons justes pour ne pas être d'accord avec ce projet de loi, et qui n'ont rien à voir avec la religion, ou rien à voir avec ma position politique. Comme vous l'a dit Eric, il y a des communistes, 14 sur 17, qui ont dit non, ça colle pas là. On ne peut pas y aller. Et puis de l'autre côté, si vous dites tous les gens qui sont dans la DMD, c'est des salauds qui veulent tuer les gens, c'est pareil, c'est un peu rapide. Bon, je vous laisse aller voir le profil de Jean-Luc Romero, etc. Mais effectivement, les têtes de pont, peut-être vous pouvez vous dire qu'ils sont eux-mêmes en train d'incarner un rôle dans un grand théâtre. Mais de même que les pro-life catho-intégristes sont en train de jouer un rôle dans un grand théâtre. Hein. La réalité, c'est qu'on est probablement tous un peu partagés sur ces questions-là. On a un entre-deux, parce qu'il y a une vraie et lancinante question qui revient. Mamie qui a l'Alzheimer, est-ce que sa vie a un sens? Est-ce qu'elle vaut la peine d'être vécue, quoi? Elle ne me reconnaît plus. Puis, d'accord, il y a elle, sa vie, mais souvent il y a moi, ma vie. C'est dur. C'est dur au quotidien de la suivre. C'est dur au quotidien d'y aller tous les jours et qu'elle ne me reconnaisse pas. Ça me fait mal de devoir agir ça et de devoir se détricoter de toute sa conscience. Elle était mathématicienne, elle savait des choses que je ne savais pas, et d'un coup, elle est comme un enfant, comme un bébé, et elle a peur. C'est dur, c'est très très dur de voir ça. Hier, Alain parlait de Mélanie, c'est pareil, c'est dur de voir quelqu'un qui a une maladie de Charcot, qui petit à petit ne peut pas respirer, pas bouger. Et donc l'arbitrage de ça, qui suis-je pour savoir ce qui est juste pour elle? J'ai du mal à savoir. Et en réa, comme je vous l'ai dit, ça a sans cesse été un questionnement de dire on est dans un entre-deux. Alors justement est apparu un arsenal législatif essayant d'aller sur le réel, qui ne venait pas de nulle part et qui a été travaillé par les loges maçonniques du Grand Orient. C'est de notoriété publique, c'est pas une chose que je vous dis, tout le monde le sait, le Grand Orient, pour tous mes copains qui sont au Grand Orient, et j'en ai plein, et ils n'en font pas mystère. Ils ont planché, on appelle ça plancher, ils ont planché sur la question de l'euthanasie, du suicide assisté et des lois sur la fin de vie depuis plus de 30 ans, depuis plus de 40 ans. Il y a une généalogie des mouvements euthanasistes. Et là, c'est intéressant d'aller chercher cette généalogie parce qu'elle ne vient pas de nulle part. Ces mouvements euthanasistes, ils naissent à la fin du XIXe siècle avec l'idée d'une optimisation sociale et collective de la société où il y aurait un devoir de tuer l'inutile ou celui qui met en péril l'équilibre de la société. Et ils le voient comme un darwinisme social, comme une façon d'optimiser le fonctionnement de la société en disant si vous êtes débile, si vous êtes handicapé,
Bon, vous êtes globalement un poids pour le groupe, merci, en plus vous allez vous produire peut-être, bon, il serait bon de vous éradiquer. Et donc il y a des Galton, mais encore beaucoup d'autres ensuite, et souvent aux États-Unis, venant de ce qu'on appelle le philanthrocapitalisme américain, financé par Rockefeller, et qui vont faire apparaître des associations au droit à mourir dans la dignité, des associations pour la purification de la race. Purification de la race. Ah là, vous voyez que ça dérape. Ah oui, dans les années 30, déjà on dit, bon, les débiles, les schizophrènes, les homosexuels, si on faisait des chambres à gaz. Ah bon? C'est pas juste les nazis qui ont dit ça? Non. Les mouvements euthanasistes, eugénistes et malthusiens l'ont déjà dit avant eux. Ils l'ont écrit. Donc là, il faut juste se rappeler d'où viennent les mouvements ADMD et par qui ils sont financés. Donc là, moi, je mets une critique directe, parce que je pense que ça n'est pas le reflet de la société. C'est autre chose qui est là. C'est pas notre questionnement lancinant sur c'est dur de mourir, c'est dur de vieillir, c'est dur d'être malade, c'est dur d'être handicapé. C'est autre chose. C'est des gens qui veulent optimiser le fonctionnement de la société pour qu'elle devienne parfaite et pure. Le rêve de la perfection et de la pureté, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar qui a conduit, entre 39 et 45, au programme T4. Et vous savez déjà que le programme T4, c'était l'éradication de tous ceux qui étaient imparfaits pour les nazis, donc ceux qui n'étaient pas ariens, et que ça a abouti entre 100 000 et 300 000 morts. De manière industrielle à l'allemande, hein, on ne boude pas le protocole, il y a des process, hein, tout ça est très, très germanique. Et là, il y a eu une grande gueule de bois dans les mouvements euthanasistes, en disant, mince, on voulait améliorer la société et on aboutit à du meurtre de masse. Et de manière arbitraire, sur le choix de qui... parce que qui décide ce qui est parfait et imparfait? On retrouve le jeu du pouvoir, le jeu de la puissance. Si j'ai de l'argent et que moi je suis dominant dans cette société, c'est moi qui vais décider si vous êtes parfait ou imparfait. Si je suis jeune, beau, en pleine santé, dans un idéal performatif, que vous êtes vieux, moche et décati, je vais décider que vous mettez en danger la société, par exemple. Ouais. Pas sûr, parce que qui met le plus en danger la société aujourd'hui? Les vieux, moches et décatis? Non. Vous avez vu dans le Covid, c'est nous tous, vieux, moches et décatis, qui œuvrons pour faire un monde meilleur. C'est pas les jeunes performatifs, beaux dans la Startup Nation. Dans le Startup World, dans le Startup pays, hein, c'est notre projet! Ok? Non, eux, à l'évidence, ils n'améliorent pas la société, quoi. Donc, il y a une généalogie des mouvements euthanasistes à bien comprendre, et moi j'ai eu la chance d'interviewer quelqu'un qui s'appelle Gregor Pupink, et qui a fait ce travail historique, au fond, de comprendre d'où viennent les racines des choses. Et si vous regardez aujourd'hui Death with Dignity, Death with Compassion, ce sont des associations équivalentes à la DMD française, mais aux États-Unis, en Angleterre. Et si vous regardez qui les finance, la fondation Rockefeller, la fondation Hewlett, la fondation je sais pas quoi, la Bill et Melinda Gates Foundation. Et vous regardez tout le temps quelle est la baseline de ces fondations. C'est pas mourir dans la dignité. C'est nous sommes trop nombreux, les ressources planétaires s'épuisent, il faut faire de la place. Ah bon? Attendez, je croyais que c'était mourir dans la dignité, tout ça. Non, on s'en fout complètement de votre dignité. Il faut faire un espace meilleur. Mais il y a un changement marketing après 39-45. Avant, les mouvements euthanasistes expliquent que c'est pour l'amélioration de la société. Après 39-45, grosse gueule de bois, c'est plus possible à faire. On va mettre en avant la liberté individuelle. C'est votre liberté, c'est votre choix. C'est tellement ton choix qu'au Canada, aujourd'hui, il y a une histoire tout à fait célèbre, où une championne paralympique, une ancienne militaire connue au Canada, handicapée en fauteuil roulant, a demandé à l'administration un financement pour avoir un accès handicapé à sa maison, et on lui a répondu quoi? Il n'y a pas de sous pour votre accès handicapé, mais par contre on peut vous offrir un suicide assisté. Ah, d'accord. C'est tellement intéressant que j'ai pu interviewer quelqu'un qui s'appelle Roger Foley. Et Roger Foley, c'est quelqu'un qui a une maladie neurodégénérative depuis l'enfance, et donc il est handicapé, il vit dans un fauteuil roulant, il a besoin d'aide pour à peu près tout, mais il aime la vie. Et lui, il est content de vivre, il n'a pas du tout demandé à mourir. Et il était à la maison avec des aides à domicile, mais au Canada, les aides à domicile, c'est moins bien qu'en France. Parce qu'ils n'ont pas la sécu comme nous on a eu, nous on est en train de la détruire, ne vous inquiétez pas. Mais ils n'ont pas ça, et donc
bah, les plus fragiles, en gros, ils changent de prestataire de service tous les jours et vous avez un nouvel infirmier, un nouvel aide-soignant. Mais sauf que pour ce genre de malade-là, évidemment, il faut... c'est un compagnonnage. C'est des soins très particuliers, des gens qui ont des habitudes. Si vous connaissez des malades chroniques, ils ont des habitudes. Et ils savent eux-mêmes mieux que vous, en général, comment se soigner pour plein de choses. Et donc, vous n'allez pas réinventer l'eau tiède à chaque fois que vous allez les voir. C'est eux qui vous disent mieux. Et bah, Roger, il a fini par avoir des escarres parce qu'il n'était pas bien pris en charge. Et puis par s'infecter, et puis il a dû aller à l'hôpital. Puis à l'hôpital, il a été soigné, mais on lui a dit « Vous ne pouvez pas rentrer à la maison, il n'y a plus les sous pour les accompagnements à domicile. » Et depuis, il vit à l'hôpital. Il est enfermé à l'hôpital. Il ne peut plus sortir. Parce qu'il n'a pas d'argent. S'il avait de l'argent, il n'y aurait pas de problème. Mais il n'a pas d'argent, donc il ne peut pas sortir. Et qu'est-ce qu'on lui demande tous les jours? On dit « Vous ne voudriez pas une euthanasie ou un suicide assisté ?» C'est quand même plus simple, non? C'est intéressant hein, comme interview, parce que là vous dites, attendez, on me parlait de mourir dans la dignité, mais là je vois les dérives, elles existent, c'est pas du fantasme des pro-life qui vont faire du lobbyisme auprès des députés, c'est juste, on a déjà l'exemple des Pays-Bas, du Canada, de l'Angleterre, on les a déjà. Quand on fait une loi, il est très important de se pencher sur les conséquences pour les générations futures. Et est-ce que cet arsenal de lois est compatible avec les lois préalables? Chez les Grecs, c'était puni d'ostracisme parfois, si vous proposiez une loi sur l'agora qui n'était pas conforme aux lois antérieures et qui venait bousculer la cohérence du droit, vous étiez passible d'être viré. C'était un délit. Bah, Eric nous a dit quoi? La loi qui est proposée là, en gros, c'est un permis de tuer où on donne un fait justificatif. Tout le monde admet que si c'est un homicide, que l'euthanasie est un homicide, voire un meurtre avec préméditation. Les qualifications sont encore différentes, mais donc tout le monde admet ça, mais dit, si vous suivez le protocole, vous ne serez pas inquiété. Ou même si vous êtes inquiété, parce qu'une famille vous fait un procès, vous ne serez pas condamné. Okay? C'est comme ça que se présente la loi actuellement. Ça, c'est une décohérence complète avec le droit pénal antérieur. C'est-à-dire que vous faites s'entrechoquer des concepts qui sont incompatibles les uns avec les autres. Donc normalement, en Grèce antique, dans la démocratie athénienne, ce serait puni directement. On dirait, non, vous ne pouvez pas faire ça en fait. Vous êtes en train de foutre en l'air la cohérence du droit. L'autre chose, c'est les conséquences pour les générations futures. Quelqu'un qui s'appelle Hans Jonas, qui est un philosophe qui a beaucoup réfléchi à cette question, notamment dans un livre qui s'appelle Le principe responsabilité. Et dans le principe responsabilité, il dit, l'éthique c'est intéressant, l'éthique c'est la question morale, on pourrait dire du bien et du mal, du juste et de l'injuste, mais les deux pieds dans la merde du réel. C'est pas éthéré, dans la sphère divine, le bien, le mal. Non, c'est là, tous les jours, quand je peux être à peu près juste ou injuste. C'est pas facile, parce que c'est les deux pieds dans la merde du réel. Et donc, il y a un arbitrage complexe. Vous faites une IVG chez quelqu'un, dans un certain cas, ça ne vous posera aucun problème de conscience, quoi. C'était un viol, machin. Ok. D'autres fois, ça va être plus complexe. Vous allez dire, tiens, merde, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Pareil pour ce qu'on est en train de dire là. Mais cette idée du principe responsabilité, c'est que l'éthique est diachronique, pas simplement synchronique. Elle ne se situe pas que dans une instantanéité de la relation de ce qui est en train de se passer. C'est pas juste toi et moi, c'est qu'est-ce qui se passe pour les autres et pour le futur. Or, précisément le rôle du législateur, c'est d'arriver à essayer de projeter ce qui se passerait pour les autres et pour le futur s'il met en place cette loi. Et tous les doyens de la faculté de droit l'ont dit, c'est pas le seul à l'avoir dit, mais il y a un des doyens de l'université du droit a dit, oula, sur la mort, quand vous légiférez la main tremblante. Et il vaut mieux ne pas légiférer que de légiférer. C'est-à-dire il vaut mieux laisser faire le réel et voir un peu comment les gens s'accommodent, qu'est-ce qui se passe en vrai. Alors qu'est-ce qui se passe en vrai et comment la loi a été mise en place. C'est un peu long, je ne sais pas quelle heure il est, excusez-moi, je suis bavard. Bon, 11h38. Première loi, 99. Quoi? Loi sur les soins palliatifs. Tout le monde a droit à accéder aux soins palliatifs en France. C'est un droit. Ah ok, c'est un droit, mais vous savez que vos droits sont piétinés en permanence. Et donc, qui accède aux soins palliatifs? En gros, on a, vous pouvez retenir un ordre de grandeur, 700 000 morts par an en France. C'est un ordre de grandeur, c'est un peu moins. Mais 700 000, ça vous permet de calculer, 700 000 divisé par 365, ça fait aller entre 1500 et 1700 morts par jour. Tous les jours, il y a 1700 morts. En fait, c'est pas lisse, parce qu'il y a plus de morts en hiver qu'en été. Vous connaissez l'expression, mamie passera pas l'hiver. Okay. C'est réel, ça correspond à une réalité. On meurt plus en hiver qu'en été.
Juste un mot au passage. Oh, il y a eu 37 morts du Covid. Ah, il y a eu 260 morts du Covid hier. Vous vous souvenez de Jérôme Salomon, hein, le croque-mort, la messe des morts quotidienne. Bon, tous les jours, il y a 1700 morts. Hein. Donc c'est un problème récurrent. Hein. C'est pas comme si ça n'existait pas. Et dans ces 1700 morts, combien il y a de maladies de Charcot? Ouais. Pas tant que ça. Hein. C'est un vrai problème. C'est un vrai sujet. Je n'élie pas du tout la douleur des gens qui ont une maladie de Charcot. Hein. Mais est-ce que c'est le sujet central et majeur de la France en 2026 d'aller faire une loi précisément sur ce sujet? Bon. D'autant plus que la loi de 99 dit soins palliatifs. Mais si vous dites tout le monde a droit aux soins palliatifs, ensuite il faut faire une dotation pour les soins palliatifs. Il faut qu'ils soient mis en place, il faut qu'ils soient optimisés, il faut qu'il y ait des filières universitaires. Il y a une filière universitaire en soins palliatifs? Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y a des DU éventuellement, il y a quelques formations post-universitaires, mais vous n'avez pas de spécialité de soins palliatifs proprement dite à l'internat de médecine, par exemple. Ça n'existe pas. Vous avez des anesthésistes qui deviennent palliativistes, vous avez des internistes, vous avez... mais non, il n'y a pas de spécialité de ça. Est-ce qu'il y a beaucoup d'enseignements post-universitaires qui sont faits autour de ça par les laboratoires pharmaceutiques? Non. Non, c'est pas le sujet le plus funky où vous avez 40 labos qui viennent en disant viens prendre une coupe de champagne, 3 macarons au Maroc pour le super raout sur les soins. Non, non. Ça c'est plutôt pour la cardiologie, le cancer, etc. Les vraies maladies qui rapportent. Les soins palliatifs, ça rapporte à qui? À personne. D'accord. Donc les soins palliatifs, la réalité pratique, vous savez qu'il y a 19 départements en France qui ne sont pas dotés de services de soins palliatifs. C'est beaucoup, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas accès. C'est-à-dire que vous... Ah, est-ce qu'on voudrait tuer les gens ou autoriser à les tuer pour combler le fait qu'il n'y a pas l'arsenal thérapeutique ad hoc pour prendre soin de la souffrance et de la mort? Comme si on faisait une solution simpliste à un problème complexe. Mais c'est souvent ce qu'on fait. Ah, écoute, guérir cette jambe qui est malade, ouais, c'est quand même plus simple de la couper, quoi. Et on fait ça tout le temps dans notre société. Une solution simpliste qui paraît au départ intelligente, mais qui au fond est complètement con. Et amène à plein d'autres problèmes qui étaient imprévus. Ah, il pleut plus assez ici, vous inquiétez pas, on va faire des méga-bassines. Ah bon, c'est bien les méga-bassines? C'est une bonne idée d'aller drainer tous les bassins versants pour ensuite vendre l'eau à Veolia? Ouais, pas sûr. Bon, on a trop de déchets, bon, on va faire des grands trous et puis on va mettre les déchets dedans. Ouais, ça a l'air intéressant, ouais. Bon, puis on va les vendre en Afrique. C'est une solution con à un problème complexe, quoi. Et on l'a pas pris en amont. Tiens, pourquoi on fait autant de déchets? Qu'est-ce qui se passe dans nos sociétés de consommation et de prédation? Et là, c'est pareil. Est-ce que euthanasie et suicide assisté, c'est au fond un pis-aller? En tout cas, c'est ce que disent les gens des soins palliatifs. Ils disent, attendez, et si vous commenciez par essayer d'élaborer des stratégies complexes, optimisées, artisanales, du sur-mesure pour chaque patient, en donnant les sous, en donnant les moyens, parce que là, c'est important, c'est un vrai sujet, plutôt que de dire, il faudrait en finir tout de suite. 99, la loi sur les soins palliatifs. 2005, la loi Leonetti. La loi Leonetti, du nom du sénateur, sénateur Leonetti, Jean Leonetti, qui est un des sages du Comité consultatif national d'éthique, et qui dit, il y en a quand même un problème, la médecine a tendance à vouloir aller être jusque-boutiste et vouloir sucer la moelle des gens trop loin, trop fort. Il y a de l'acharnement thérapeutique. Et puis en plus, il y a des pratiques d'euthanasie qui existent, et donc il faut qu'on regarde ce que c'est ce qu'on appelait le cocktail létal. C'est un mélange de médicaments qui tuait les gens, et c'était effectué à la hussarde, n'importe où, n'importe comment, pas du tout, ni encadré, ni quoi que ce soit. Et donc la loi Leonetti, elle établit que l'obstination déraisonnable doit être évitée à tout prix. Elle établit, j'ai oublié une loi entre les deux, excusez-moi, je reviens sur la loi de 2002. La loi de 2002, c'est la loi sur le droit des malades. Le droit des malades, c'est de dire, je peux refuser un traitement, fût-il au péril de ma vie. Je dois donner mon libre consentement, libre et éclairé, après avoir reçu une information claire, loyale et appropriée. C'est les termes de la loi. Ces dernières années, je ne sais pas, il y a eu des trous dans la raquette, j'ai l'impression. Ok. Donc je peux refuser une chimio, je peux refuser une transfusion, je peux refuser un traitement, et je peux dire, je m'en fous en fait, je préfère en mourir, je veux pas de votre truc.
Ok. C'est dur parce que les médecins, ils ont du mal à entendre ça. Hein. Souvent, ils sont non, 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 vous allez quand même le faire. Ah non, vous allez quand même faire ça à votre gamin parce que sinon vous allez déchu vos droits parentaux, etc. Non, mais moi, je suis pas sûr que les vaccinations soient intéressantes. Ah, si, si. Donc vous voyez, la loi de 2002, elle est là, mais il y a plein d'exceptions, quoi. Notamment la liberté vaccinale. Cette loi de 2002 est suivie donc de la loi Leonetti. La loi Leonetti crée la question des directives anticipées. Elle dit vous pouvez dire ce que vous voudriez pour votre mort. À ce moment-là, elles ne sont pas opposables. C'est-à-dire vous dites ce que vous voulez, mais les médecins feront bien ce qu'ils veulent. Vous devez avoir une personne de confiance. Si vous n'êtes pas en état de donner votre avis, désignez-nous quelqu'un devant témoin, en ayant rempli un CERFA, qui sera votre personne de confiance. Vaut mieux le faire parce que sinon il y a quelqu'un qui peut se déclarer personne de confiance quand vous êtes dans le coma et qui ne l'est pas. Hein. Moi je vous raconte des histoires, mais en réanimation, je commence à raconter, bah voilà, il y a une défaillance hémodynamique, respiratoire chez ce patient, c'est très sérieux, il y a un risque pour sa vie. Qu'est-ce que vous avez entendu jusqu'ici, etc. Mais bon, quand est-ce que l'héritage ça commence? C'est ça la réponse des familles. Ah oui. Tout le monde n'est pas dans une logique complètement bienveillante vis-à-vis de sa famille. C'est intéressant ça parce que par exemple en Hollande et en Belgique, vous avez des wagons entiers de retraités qui ont émigré vers les Länder allemands à côté. À tel point que les députés des Länder, parce qu'ils ont des parlements locaux en Allemagne, ont dit bah, c'est quoi le problème, qu'est-ce qui se passe quoi ça vient alourdir notre sécu de manière très importante. D'où ils viennent ces gens et pourquoi? Donc ils ont lancé des commandités des études, ils ont dit, et ils ont trouvé quoi? Que les gens venaient parce que des lois sur l'euthanasie et le suicide assisté avaient été passées en Hollande et que les gens avaient peur qu'on les bute. Et donc ils venaient en Allemagne. Ok. Loi Leonetti qui admet la limitation et l'arrêt des thérapeutiques actives, c'est-à-dire de dire, nous en tant que médecins et soignants, on peut arrêter des traitements. Mais on n'arrête jamais les soins. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire j'arrête la noradrénaline, j'arrête les antibiotiques, j'arrête tout ce que je veux, mais on va continuer à soigner ce patient. Et c'est ce qui se passe en pratique. Hein. C'est-à-dire, à un moment on dit, ce patient, on pense que c'est futile de continuer, sa maladie est trop grave, de toute manière il n'en récupérera jamais, il aura un tel handicap que ce sera vraiment une vie de merde potentielle pour lui. Et donc on dit, on arrête. On arrête tout et on laisse mourir la personne. Souvent on n'arrête pas la sédation. On va revoir ce que c'est que la sédation. Et on le laisse partir. On le laisse partir, mais on continue à prendre soin de son corps, on fait du nursing, on change les draps, on fait ce qu'il faut. Il n'est pas là pour baigner dans sa merde, tout seul, abandonné au fin fond du service. Non, au contraire. Et on vient changer les règles du jeu du service. Vous savez que dans les services de réa, souvent il y a des horaires de visite, il y a un code à l'entrée, il y a un nombre de personnes. Non, là, vous venez au nombre que vous voulez, vous venez à l'heure que vous voulez, vous passez le temps que vous voulez. Et puis on demande, est-ce que vous voulez qu'il y ait un prêtre, un imam, un rabbin, est-ce que vous voulez un encadrement spirituel de ce qui est en train de se passer, enfin un accompagnement spirituel, et on propose ça. Et puis, le temps se dilate. Et c'est surtout nous, soignants, on renonce à guérir. Ça, c'est très dur pour nous. Parce que la mort serait un échec pour beaucoup de gens. Un de mes chefs de service, il me disait ça, la mort est un échec. Bon, bah, attendez, c'est compliqué, parce que moi, en réanimation, j'ai eu plus de cadeaux pour des accompagnements de décès que pour avoir sauvé des gens. Ah bah, ça m'a beaucoup questionné au début. J'ai une bouteille de champagne, mais il est mort. Ouais, mais vous avez fait ça avec l'humanité. Vous étiez là, vous avez été présent. Et il se passe quelque chose dans ce temps-là qui devient ce temps sacré dont je vous ai parlé tout à l'heure. Cette hiérophanie du soin palliatif. C'est-à-dire, les trucs habituels n'ont plus d'importance. Parfois, les familles, elles se réunissent, elles sont à 20. Moi, j'ai vu des trucs étranges. L'amante d'un patient avec sa régulière. Être ensemble, autour du patient. Et puis, elles se découvraient pour la première fois parce que le mec avait une double vie. Et elles sont devenues amies. Et c'était très important qu'elles soient ensemble parce qu'elles avaient deux dimensions différentes de leur chérie. Et c'est là, compliqué. D'autres fois, vous avez toute la famille, et puis les gens sont compassés, c'est dur, ils voient cette personne avec son respirateur, le bruit, et puis qui est allongée dans le lit inconsciente, et puis il y a des fous rires qui éclatent. Les gens, c'est un déchargement une décharge d'émotions. Puis tout le monde se met à avoir un fou rire, et puis ils se mettent à pleurer en même temps. Puis ils sortent, et là, les aides-soignants, les infirmiers disent, vous voulez un café, vous voulez qu'on prenne un petit moment ensemble? Et au fait, ils faisaient quoi dans la vie? Mais là, on se rend compte, nous, soignants, qu'on ne s'était jamais intéressé à ce qu'ils faisaient dans la vie.
Que nous, ce qui nous intéressait, c'était la créatinine, la pression artérielle, la pression intracrânienne. Mais c'est quoi son métier? Oh waouh! Puis on découvre des aventures, des vies entières. Et les vies des gens, c'est incroyable. Parce que là, nous tous qui sommes réunis ici, pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, on se réunit ensemble, ici? C'est quoi nos parcours de vie? C'est magnifique, c'est d'une richesse infinie. Et à ce moment précis du soin palliatif, et du temps suspendu, de ce temps entre la mort et la vie, il y a plein de choses qui se passent, et qui sont nécessaires. Parce qu'elles nous réhumanisent. Imaginez que ça se passe autrement. Vous avez rendez-vous et à 17h52, on injectera la potion létale et vous partirez. Le protocole sera comme ci, comme ci, comme ça. Et voilà. Vous avez à signer en bas et à faire ci. C'est pas tout à fait la même histoire. Et vous voyez bien à quel point rapidement ce protocole, ce fait justificatif du meurtre, peut devenir froid et automatique. Parce que justement, il va falloir de manière très, très compassée suivre le protocole. Pas de défaillance. Mais nous, on a fait venir, pour une petite qui avait eu du garde d'asile et qui s'était retrouvée tétraplégique, qui avait une trachéo et qui allait mourir, on a fait venir son petit chien dans le service. On n'a pas le droit de faire venir le petit chien. Mais le chihuahua, il est venu. Et pour elle, c'était le moment de bonheur. C'était la banane dans sa vie de merde qu'elle était en train de finir à cause d'un vaccin pourri qui l'avait rendu tétraplégique. On l'a fait venir, le chien. On n'a rien demandé à personne. On n'a pas demandé à l'administration. On n'a pas demandé au préfet de la République. On n'a pas demandé au procureur. Non. Ah, mais là, si vous faites le protocole, si, il faut demander ça. Mais attendez, la loi, Eric, il en a pas parlé. Mais les contrôles, ils sont avant ou ils sont après? Ils sont après. Ils sont après. Et au Canada, par exemple, c'est la même chose. C'est du contrôle a posteriori de la procédure, de ce fait justificatif qui vous permet de tuer. Contrôle a posteriori, ça veut dire quoi? 5%, moins de 5% des dossiers sont audités. Moins de 5%, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les dossiers, il n'y en aurait pas où ce serait un meurtre, vraiment? On se serait débarrassé de mamie, qui n'avait rien demandé, et on aurait signé à sa place, et tout le monde serait mis d'accord pour se débarrasser de mamie, mais elle n'avait rien demandé. Ah ouais, là, vous voyez le truc qui peut déraper grave. Je vais prendre un autre contrepoint, parce que moi, je ne suis pas fondamentalement opposé, par exemple, au suicide assisté. Parce que le suicide, c'est votre liberté, et ça fait partie du truc, ça n'a pas besoin d'être légiféré à mon sens. On peut se suicider, c'est comme ça. Et c'est encore le dernier bras d'honneur que vous pouvez faire au système. Ouais, mais il y a des gens qui disent que c'est aussi la dernière liberté que vous avez dans un système totalitaire. Hein. Ça, c'est Hannah Arendt. Il dit la dernière liberté que vous avez quand tout est contrôlé dans votre vie, c'est le suicide. Ça aussi, ça doit nous faire réfléchir. Hein. Est-ce qu'on est conduit au suicide d'une certaine manière? N'empêche, le suicide assisté existe en Suisse depuis des années. Il y a des contraintes. Ça doit être fait de manière associative, ça ne peut pas être professionnalisé. Ça ne peut pas être rentable ou gagner de l'argent. C'est fait à titre gracieux pour aider la personne. C'est pas la même chose. Hein. Il n'y a pas d'euthanasie parce que pour les Suisses, l'euthanasie, c'est un meurtre. Et donc, il n'y a pas d'euthanasie. Point barre. Le suicide assisté, pour eux, c'est autre chose. Mais, le procureur de la République est prévenu avant, et il va vérifier avant que tout va bien. Il y a d'abord 2 psychiatres, je vous parle du suicide là, en Oregon, qui est un autre exemple de suicide assisté historique. En Oregon, c'est aux États-Unis, vous savez, c'est le côté live free or die, je veux être libre jusqu'au bout, hein, donc je choisis mon destin. Dans ce côté libertaire, on pourrait dire, libertarien. Et donc, pour eux, il y a cette idée que je peux en finir. Et vous avez des gens qui demandent une kill pill, quelque chose pour mourir, quoi. Et c'est intéressant de savoir que déjà, souvent, cette kill pill, elle est demandée, mais elle est prise que dans 2 tiers des cas. Il y a 1 tiers des gens qui ne la prennent jamais. Mais avant d'avoir droit d'avoir une kill pill, il y a 2 psychiatres qui doivent passer voir. Vous n'êtes pas dépressif? C'est pas un vieux coup de mou, là? Non, c'est bien clair. Puis votre maladie, elle est vraiment avancée, elle est en phase terminale, vous allez en crever, etc. Ou bien c'est une maladie qui aurait un potentiel curable, mais où vous considérez que vous êtes foutu. Moi, je connais des gens, ils se sentent qu'ils sont foutus parce qu'ils ont des douleurs chroniques. Hein. Parce que vous savez que dans la douleur, en plus, il y a une catastrophisation, il y a un mécanisme psychologique qui est la catastrophisation. Peut-être vous l'avez déjà vécu, moi ça m'est déjà arrivé, en tout cas quand vous avez mal au dos, quelle vie de merde, c'est vraiment... Je préfère en finir tellement c'est dur. Heureusement qu'à chaque fois que j'ai dit ça, il n'y a pas quelqu'un qui m'a dit « Bon, on prend rendez-vous quand, là ?» Vous avez 48 heures de délai de réflexion, mais ça y est, c'est bon, on a opté, moins de 15 jours, vous pouvez y aller. Non, à la fin, quand même, mon limbago a fini par passer. Je suis quand même content de voir la suite pour le moment. Hein. Il y a des fois, c'est plus dur que ça, mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'imagination thérapeutique qu'il pourrait y avoir pour des pathologies va disparaître si la solution univoque, c'est d'aller en finir.
Ouais, vous êtes... Le Charcot, par exemple. Si on dit la seule solution, et puis on le fait comprendre dès le début aux gens, hein, dès qu'on leur pose le diagnostic, bon, tout le monde en finit avec une euthanasie. Hein. Est-ce qu'il y a des voies de recherche qui vont s'ouvrir? Est-ce qu'il y a des gens qui vont chercher des médicaments, des thérapeutiques? Parce que moi, mon expérience en médecine, c'est que chaque fois qu'on s'intéresse à une pathologie, on finit par trouver des thérapeutiques. Hein. La médecine, c'est quelque chose de très beau. Hein. Vous vous rappelez peut-être du VIH, mais le VIH, au départ, tous les gamins homosexuels, c'était des jeunes hommes homosexuels qui arrivaient, ils en mouraient. Ils en mouraient dans d'atroces souffrances, etc. Et c'est le début d'ailleurs de plein de services de soins palliatifs en France, hein, notamment la maison à Gardanne. Et heureusement que les gens, ils n'ont pas dit de toute manière, il suffit de faire une euthanasie parce qu'ils souffrent trop. Et qu'il y a des gens qui ont dit non, mais attendez, il y a sûrement des thérapeutiques, quoi. Et qu'on a développé des thérapeutiques. Aujourd'hui, les gens vivent avec une trithérapie et ils vivent comme vous et moi. Ils n'ont pas de problème. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il ne faudrait quand même pas imaginer sans cesse que dès que quelqu'un souffre, la solution univoque, c'est de dire bon d'accord, ouais, tu souffres trop. En permaculture, on dit il y a toujours au moins une autre façon de faire. C'est-à-dire que quand je pense que c'est une impasse, il y a toujours au moins une autre façon de faire. Ça veut dire qu'il y en a peut-être même d'autres. Et il y a quelque chose à inventer. Ce quelque chose à inventer, pour mon Roger Follet qui est hospitalisé, c'est quoi? Et si des citoyens serraient les coudes, mettaient des sous de côté, l'amenaient, si des citoyens décidaient qu'ils allaient se former pour l'accompagner et devenir ses soignants, qu'il n'y avait plus besoin de passer par le système, et que c'était un collectif local qui disait on a notre Roger. Oh mais c'est un poids pour la société. Ah ouais, c'est un poids pour la société. Je vous raconte une histoire. Un jour, je suis de garde, et il y a un monsieur qui arrive, et c'est dans un fauteuil roulant, tout disloqué de partout, genre Michel Petrucciani. Vous voyez, Michel Petrucciani, le pianiste nain. Et donc une maladie orpheline de l'enfance, polymalphoutose, il est comme ça, avec une trachéotomie, un respirateur de temps en temps, l'air de ressembler à rien du tout. Je le vois arriver en réa pour une pneumonie d'inhalation. Et là, dans ma tête, je fais... Est-ce qu'on va engloutir les moyens de l'hôpital pour ça? Est-ce qu'on va prendre... Mais je me souviens, en garde, tu ne prends pas de décision. Tu réanimes. On verra demain, l'esprit frais, pas à 2h du matin, avec d'autres gens, de manière collégiale. Parce que c'est intéressant d'être un collège de pairs pour décider quelque chose. Surtout pas tout seul. Surtout pas en urgence. Il n'y a rien qui est urgent. On peut réanimer, on verra demain s'il faut arrêter les frais. Je le réanime. Je m'en vais, je sors de garde, je fais la relève, je dis bon, ouais, je crois pas trop, hein, mais bon, voilà. Je l'ai réanimé parce qu'il fallait bien, quoi. Et puis je reviens l'après-midi, parce que les réanimateurs reviennent souvent pour voir ce qui se passe, ils s'enduisent en lendemain de garde, donc dans le service, c'est comme ça, c'est le problème de l'addiction au travail. Puis ça vous trotte dans la tête quand même, vous avez besoin de savoir. Et je reviens, puis je vois dans la chambre du patient 40 personnes, tous en train de rigoler, et lui, comme ça, dans son petit fauteuil, en train de faire comme ça, la banane, l'air hyper heureux. Je dis, ah bon, quoi c'est ça? Je me renseigne et tout. Ah en fait c'est notre mascotte, nous, vous savez dans la cité il habite au 8e étage, il n'a pas d'ascenseur, et donc nous on se relaie tous pour le porter avec son fauteuil roulant, pour le faire monter et le faire descendre, et puis après il zone avec nous en bas, il habitait dans des quartiers pauvres de Marseille, et on prend tous soin de lui, et il a un humour de malade, c'est vraiment notre mascotte, et je me rends compte que cet homme, dont je pensais sa vie était inutile, n'avait aucun sens, était une suite de souffrances sans lendemain, était la clé de voûte de cette société. Que c'est lui qui tenait les gens ensemble. Que c'est grâce à lui que toute la cité, au fond, avait un but dans ce qu'elle faisait et déployait des trésors d'humanité les uns pour les autres. Je me dis, mais quel abruti j'étais hier, en me disant qu'il faut en finir. Ah, mais ça, c'est pas ce que je viens de vous dire là. Ça donne du temps. Mais la réalité pratique, ce qui s'est passé ces dernières années, c'est qu'avant même la loi qui est en train de passer là, aux urgences, quand des gens trisomiques arrivent maintenant, ça s'est passé à Lyon et je ne sais plus où, l'un pour une péritonite, l'autre pour une pneumonie, l'équipe des urgences a dit « Cette vie ne vaut pas la peine d'être vécue, on va faire une euthanasie ». Et la personne n'avait rien demandé. La trisomie, c'est pas une maladie mortelle. Hein, il y a des gens trisomiques qui vivent une vie tout à fait épanouissante. Et qui sont très utiles à la collectivité parce que eux, quand ils vous aiment, ils vous le disent, je t'aime. Quand ils ont envie de jouer avec vous, ils vous prennent dans les bras et ils jouent avec vous. Ils savent qu'ils vont perdre, ils ne sont pas dans la compétition, ils vont toujours perdre au jeu que vous faites avec eux, mais ils aiment jouer.
Et ouais, ils foutent la vie en l'air de leurs parents. Et les parents disent, ouais, évidemment, notre enfant trisomique nous a foutu notre vie en l'air. Mais vous pensez pas qu'on a besoin d'eux dans notre société? Qu'on n'a pas besoin que de gens performants, qui font des entreprises, qui sont les meilleurs du monde, qui sont en permanence en train de conquérir le monde. Vous pensez pas qu'on a besoin des marginaux, des handicapés, des opposants, des gens qui ne sont pas normaux? On en a plus que jamais besoin. Donc alors on arrive au bout, vous avez entendu une petite sonnerie qui m'a rappelé à l'ordre, je pense que encore 3 minutes, pour doucement conclure. Mais il s'est passé ensuite la loi Claeys-Leonetti. La loi Claeys-Leonetti, après la loi Leonetti, elle a rajouté une dimension tout à fait particulière, qu'on appelle la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Cette sédation profonde et continue, c'est un mélange d'hypnotique et de morphinique, ça peut donner lieu à énormément de discussions, on en a eu avec Eric sur ce sujet, qui sont de mettre en route des médicaments pour ne pas avoir mal et ne pas être conscient, ne pas souffrir psychologiquement. Et avec l'idée qu'il pouvait exister un double effet, c'est-à-dire que nous, en tant que soignants, on peut mettre ça pour soulager la douleur, et on sait que la personne va en mourir. Et que les doses qu'on met ne sont pas que pour soulager la souffrance, mais vont aussi amener au décès. Ah, vous voyez que la frontière commence à être ténue avec l'euthanasie, là. Hein. On est hyper borderline. Hein. Quelle est votre intention? Et l'intention, là, je vais vous la donner brute de décoffrage en tant que réanimateur. Le service est rempli, il est 3h du matin, il y a un jeune qui s'est croûté sur l'autoroute de 25 ans, qui a une espérance de vie devant lui très bonne, etc. Il a besoin de réanimation. Et dans le service, j'ai mamie de 98 ans qui n'en finit pas de mourir depuis 3 semaines. Je vais mettre en place une sédation profonde et continue jusqu'au décès. Quelle est mon intention? Si c'est de buter mamie et de faire une place pour le jeune, c'est de l'euthanasie, clairement. Et c'est même pas de l'euthanasie, hein, parce qu'elle n'a rien demandé, la mamie. Hein. Moi, je me débarrasse de mon problème. Dans une situation de tension sur les ressources. C'est en fait une affaire économique. Je ne devrais pas m'en préoccuper en tant que soignant. J'en ai rien à foutre en fait de l'économie. Moi, je fais ce que je dois faire, déon en grec, la déontologie. Pas ce qui est économiquement rentable. Ou de l'autre côté, non, il y a quelqu'un là qui a dans d'atroces souffrances depuis des semaines, je sais très bien que ça mène nulle part, on a essayé de faire 40 chirurgies pour le regreffer au niveau de la peau, c'est un grand brûlé, etc. Il est à vif de tous les côtés, il ne peut même pas supporter d'être réveillé parce qu'il est à vif, quoi. C'est comme si vous aviez... Enfin, il n'y a plus de peau, c'est un écorché vif. Et ça ne va pas marcher. Toutes les greffes de peau qu'on a faites, elles se sont surinfectées. On n'a plus de réserve de peau. Parce qu'on prend la peau ailleurs pour l'étendre et la mettre là. Mais on n'a plus de réserve de peau. Donc il est en train de se dénutrir. Il a perdu toute sa réserve protéique, etc. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Il va en mourir. Il est à plus de 70% de surface corporelle brûlée. Le pronostic est à 0 chance de survie. D'accord? Ça n'a aucun sens. On va arrêter les thérapeutiques actives et on va mettre en route une sédation profonde et continue jusqu'au décès. Là, mon intention n'est pas la même. Mon intention est de soulager ces souffrances. Ah, vous avouerez que c'est quand même ténu, quoi. Hein, et qu'il y a un côté toute puissance de l'humain, un côté hubris prométhéen. L'hubris, vous savez, c'est la folie des grandeurs, la volonté d'être Dieu à la place de Dieu, la volonté de décider à la place du destin. Ah, et on a souvent cette volonté de tout organiser de manière la plus parfaite possible. On veut que le plan se déroule sans accroc. Mais d'une part, personne n'a dit que la mort, ça devait être beau. Ni que ça devait être facile. Personne n'a dit ça. Non. Pourquoi ça devrait être facile? Pas facile de dire au revoir à tous nos attachements. Hein. C'est pas facile que les autres acceptent de nous dire au revoir aussi. C'est un travail. C'est un travail au sens de cet artisanat dont parlait Eric, quelque chose à construire. Et à mon sens, on est à ce moment de la société où nous devons nous réemparer de la mort, surtout pas nous laisser exproprier. Le think tank Fondapol, un think tank libéral, a dit d'emblée, cette loi sur l'euthanasie et le suicide assisté, déjà, il faut arrêter de l'appeler loi sur l'aide à mourir. Il faut dire ce que c'est de l'euthanasie et du suicide assisté. Il faut arrêter de mentir sur les mots. Elle va faire être une économie d'1,4 milliard d'euros sur les soins de santé. Parce que les personnes âgées sont celles qui coûtent le plus cher. Et donc, si jamais on permet d'éliminer leur vie un peu plus tôt que prévu, on va économiser énormément d'argent collectivement. Attendez, on parlait de mourir dans la dignité ou on parle de mourir de manière rentable? C'est pas la même chose. Ça peut être considéré, mourir de manière rentable. Mais c'est pas la même chose. On arrête de vous faire du marketing en disant c'est pour ton bien. Voilà, donc ce sujet est archi clivant. Sûrement dans la salle, il y en a qui ne sont pas du tout d'accord avec ce que je viens de vous dire. Vous sentez que moi,
dans cette situation d'incertitude où j'ai accompagné de nombreux décès, et y compris avec de la sédation profonde jusqu'au décès, et y compris avec des fois où ça flirtait avec l'euthanasie, et où je sais ce que c'est que l'euthanasie, et voilà, je sais ce que c'est. Je peux vous dire qu'ayant interviewé et ayant vécu avec des collègues euthanasistes qui ont effectué et effectuent de l'euthanasie, quand vous discutez avec eux et que vous leur demandez « Qu'est-ce qui s'est passé pour toi la première fois que tu l'as fait ?» Là, vous sentez un frisson dans le regard extrêmement inquiétant. Quelque chose qui est de l'ordre de effectuer un meurtre pour de bon et voir sa puissance néfaste dans le meurtre. C'est d'un coup effacer toute la complexité de ce qu'est la mort, effacer toute la complexité de notre impuissance face à la maladie, face à la souffrance et à la vieillesse, et dire « Je suis tout puissant ». Attendez, dans toutes les traditions, ceux qui disent ça, « Je suis tout puissant, c'est moi le maître de ce monde », chez les chrétiens, ça s'appelle le satanisme. Chez d'autres, ça s'appelle la volonté de toute puissance, etc. Et moi, je l'ai vu, c'est un témoignage, c'est pas de l'intellect ce que je vous dis. Je l'ai vu dans le regard de l'autre. Que tout d'un coup, il y a quelque chose qui avait basculé. C'est pas de l'humanité, c'est pas vrai. C'est la part sombre de l'humanité qui se met en place et qui, d'un coup, retourne l'impuissance en « Je suis tout puissant !» Et il y a toujours ce petit mot, c'est « Regardez comme cette flamme peut vaciller si facilement. » Et ça s'arrête. Et là, pour moi, il y a un point de non-retour où on rentre dans cette fascination pour la mort, pour une société mortifère. Cette fascination des tueurs en série, cette fascination des gens qui font du mal parce qu'ils ont peur. Parce qu'au fond, vous pouvez vous dire ça, c'est ce retournement qui se passe pour les euthanasistes en tout cas, c'est un retournement de gens qui ont peur, qui sont terrifiés par la mort, et qui veulent prendre le contrôle sur cette mort. C'est souvent aussi pour ceux qui veulent mettre en place les lois et sonder la vie familiale des Jean-Luc Romero, des machins, etc. C'est des gens qui ont vécu un deuil extrêmement traumatique, quelque chose dans leur vie qui s'est mal passé. Et comme ça s'est mal passé et que souvent ça a fini par une euthanasie à ouf, ils veulent maintenant dire tout le monde doit le faire, pour quelque part justifier la culpabilité qu'ils ont eue de le faire eux dans leur histoire. Ça, c'est pas bien ça. Vous ne faites pas porter vos péchés aux autres. Pas parce que vous avez volé des chewing-gums chez le libraire que c'est génial de voler des chewing-gums. Vous n'avez pas le droit de dire ça aux autres. Vous devez assumer le fait que c'est une transgression. Et là, j'en arrive à ma conclusion. Je suis d'accord avec le fait qu'il survienne des euthanasies et des suicides assistés. Et ça doit rester une transgression. Donc il ne faut pas qu'il y ait une loi sur ce sujet. Merci.